Lorsque le procès de Cédric Jubillard s'est ouvert, plus de 4 ans après la disparition mystérieuse de Delphine, l'émotion et la tension étaient palpables. La France entière, déjà bouleversée par l'affaire depuis décembre 2020, suivait avec attention chaque audience, chaque témoignage, chaque élément nouveau apporté au débat. À Albi, où se déroule le procès, la salle d'audience est devenue le théâtre d'une confrontation attendue entre la vérité judiciaire et les nombreuses zones d'ombre qui entourent encore ce dossier hors norme. Les bancs du public, remplis de proches, de curieux et de journalistes, bruissent de chuchotements avant chaque reprise d'audience. Dès les premiers jours, le ton est donné. Ce procès ne sera pas une formalité mais une véritable plongée dans l'intimité fracturée d'un couple en crise. Les avocats de la défense et ceux des parties civiles s'opposent sur chaque mot, chaque date, chaque comportement passé au crible. La presse nationale et régionale relaie heure par heure le déroulé des audiences, consciente de l'attente considérable d'une opinion publique fascinée par ce fait divers devenu affaire d'État. Le 13 décembre 2020, Delphine Jubillard disparaît de son domicile de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Infirmière de 33 ans, mère de 2 jeunes enfants, elle était alors en pleine procédure de divorce avec son mari Cédric. Dès le début, les enquêteurs se heurtent à un paradoxe, une femme apparemment heureuse de préparer une nouvelle vie, mais qui s'évapore sans laisser de traces. Rapidement, les soupçons se tournent vers son époux, décrit comme jaloux, colérique et fragilisé par la perspective d'une séparation. À mesure que les mois passent, le mystère s'épaissit, fouilles intensives, battues, analyses téléphoniques, tout est envisagé. Mais aucun corps n'est retrouvé. Le mari, d'abord entendu comme témoin, devient suspect, puis mis en examen pour homicide volontaire. Cédric clame son innocence, mais son comportement intrigue. Ses déclarations se révèlent que parfois contradictoires, et son attitude jugée désinvolte choque une partie de l'opinion. C'est dans ce climat déjà tendu que, le 1er octobre 2025, une révélation secoue l'audience. Le journal télévisé de 20h de France 2 diffuse un enregistrement audio jusque-là resté confidentiel. Il s'agit d'une conversation captée à l'insu de Cédric Jubillard par un cousin de Delphine, à peine 33 heures après la disparition. L'effet est immédiat. Les spectateurs, scotchés devant leur écran, entendent pour la première fois la voix du principal suspect confronté aux questions directes de la famille. L'annonce de cette diffusion a l'effet d'une déflagration. Dans la salle d'audience, certains proches de Delphine ne peuvent retenir leurs larmes. D'autres écoutent, livides, chaque mot prononcé par Cédric. L'avocate de la défense proteste contre l'utilisation d'un tel document, estimant qu'il ne s'agit pas d'une preuve mais d'un échange biaisé obtenu dans un contexte émotionnel particulier. Pourtant, l'impact médiatique est colossal. Ce que le grand public découvre ce soir-là dépasse le cadre du procès. Car au-delà des mots, c'est toute une atmosphère qui transparaît. Celle d'un homme acculé, tenté de se justifier, de se plaindre, mais aussi de se contredire. Celle de cousins en quête de réponse qui enregistrent pour garder une trace, convaincus qu'un détail pourrait trahir la vérité. Et celle d'une famille déchirée, entre douleur et volonté farouche de comprendre ce qui est arrivé à Delphine. Dès lors, l'enjeu change de dimension. Le procès, déjà scruté, devient le lieu d'une bataille autour d'un enregistrement inédit, symbole d'un dossier où chaque élément peut peser lourd. Les avocats des parties civiles y voient une pièce supplémentaire à charge, une preuve indirecte des incohérences de l'accusé. La défense, elle, dénonce une manipulation émotionnelle et rappelle que seul le travail de la justice doit compter. À ce moment précis, la France redécouvre à quel point l'affaire Jubillard est unique. Une disparition mystérieuse, un mari suspecté, une famille en quête de vérité et une opinion publique avide de comprendre. L'audio, diffusé par France 2, s'inscrit alors dans une dramaturgie judiciaire sans précédent. Et il ouvre une nouvelle étape dans le récit, celle de la confrontation entre les paroles enregistrées et la froide réalité des faits. Lorsque les premières secondes de l'enregistrement sont diffusées dans la salle d'audience et reprises dans le JT de France 2, un silence glacial s'installe. La voix de Cédric Jubillard résonne, reconnaissable entre mille, empreinte d'un mélange de lassitude et de justification. Face à ses interlocuteurs, les cousins de Delphine, venus le voir le surlendemain de la disparition, il commence par évoquer le divorce qui s'annonçait inévitable. « On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple si tu veux. » Elle me dit « Non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête, » confie-t-il. Ces mots, saisis dans un moment où l'homme ne se croit pas écouté par la justice, semblent traduire la résignation d'un mari abandonné, mais aussi une rancune mal contenue. Pour les proches de Delphine, ce témoignage spontané est précieux. Il dévoile l'état d'esprit de Cédric, ses blessures d'ego, sa difficulté à accepter la rupture. Les cousins, bien décidés à comprendre, ne ménagent pas leurs questions. Elle avait raison de prévenir ? S'enquiert l'un d'eux, évoquant la décision de Delphine d'annoncer ouvertement son désir de séparation. Cédric, d'abord sur la défensive, esquive puis concède «
J'en sais rien. J'ai des doutes, moi, si tu veux. J'ai aucune preuve réelle de ça. On était un couple colocataire, en gros. On était là que pour la maison et les enfants, et c'est tout. Moi, elle ne me disait plus rien. Cette formulation choque. Réduire son couple à une colocation, dépeindre une femme absente, distante, comme si la vie commune n'était plus qu'une façade. Autant de phrases qui renforcent l'idée d'un ménage en ruine. Mais ce qui retient surtout l'attention, ce sont les omissions et les silences. Jamais dans cet extrait, Cédric ne parle de danger potentiel, d'inquiétude pour Delphine, ou d'une peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Les cousins insistent ensuite sur la nuit de la disparition. Ils veulent savoir ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Cédric se lance alors dans une description inattendue, des espèces de boots, des trucs chauds, et un jean et une doudoune, et le pyjama dessous. Stupeur de son interlocuteur, comment peut-il se rappeler avec autant de précision la tenue de Delphine s'il affirme avoir dormi au moment où elle aurait quitté la maison? Pris en flagrant décalage, il se rattrape maladroitement. C'est ce que je suppose. Mais moi, à 4h10, 4h20, c'est la petite qui m'a réveillé. Personne dans le lit. Je me suis dit, elle s'est endormie sur le canapé, tu vois? Cette hésitation, relevée par les journalistes de France 2, est cruciale. Elle illustre le flou dans lequel s'exprime Cédric. Tantôt sûr de lui, tantôt hésitant, il alterne affirmation et hypothèse. Pour les enquêteurs, ces contradictions nourrissent l'idée d'un récit construit après coup. Pour la défense, au contraire, elles prouvent seulement la confusion d'un homme dépassé par les événements. Le reste de l'enregistrement se concentre sur les reproches de Cédric. Il dépeint une épouse qui, selon lui, ne s'occupait plus vraiment de sa famille, accaparée par ses activités extérieures et par son désir d'émancipation. Dans sa bouche, Delphine devient presque une étrangère, une femme qui s'éloigne inexorablement de son mari et de ses enfants. Ces accusations, entendues par la famille, sonnent comme une tentative de justification, voire de dénigrement. Puis vient le moment d'émotion brute. Au fil de la discussion, la voix de Cédric se brise. Il s'effondre dans les bras des cousins de Delphine, laissant apparaître une détresse sincère ou calculée selon le prisme à travers lequel on écoute cet enregistrement. Certains y voient l'authenticité d'un homme brisé par la disparition de sa femme. D'autres, au contraire, soupçonnent un effondrement stratégique, une manière d'apitoyer et de détourner l'attention des zones d'ombre. Ce qui frappe, c'est le contraste entre les mots et les attitudes. D'un côté, des explications parfois techniques, presque froides, comme s'il cherchait à rationaliser chaque détail. De l'autre, un corps qui flanche, des larmes qui coulent, une vulnérabilité affichée. Ce double visage alimente encore davantage les débats autour de sa sincérité. À la fin de l'extrait, l'avocate de Cédric, Emmanuel Franck, rappelle devant les caméras que chacun pensera ce qu'il veut de cet audio. Une manière de relativiser la portée de ce document, en soulignant qu'il s'agit avant tout d'une conversation privée, captée sans le consentement de son client et interprétable de multiples façons. Néanmoins, pour l'opinion publique, la force de l'audio est indéniable. Entendre la voix de Cédric, ses hésitations, ses confidences, ses contradictions, produit un effet saisissant que les mots écrits ne peuvent égaler. L'affaire Jubillard, déjà saturée d'émotions et de spéculations, prend ici une nouvelle dimension, celle de l'intime mise à nu, d'une vérité qui semble se dévoiler entre les lignes, mais qui reste insaisissable. Depuis le début de l'affaire, les enquêteurs et les observateurs ont souligné les incohérences dans les déclarations de Cédric Jubillard. L'enregistrement dévoilé par France 2 ne fait que renforcer ce constat. Derrière les mots se dessinent des failles, des hésitations, parfois même des contradictions flagrantes qui interrogent sur la sincérité et la crédibilité du principal suspect. L'un des premiers points soulevés par les proches de Delphine concerne la tenue vestimentaire de la disparue. Lors de la conversation enregistrée, Cédric affirme qu'elle portait des boots, un jean, une doudoune et un pyjama dessous. Or, cette précision étonne immédiatement. Comment peut-il se rappeler de détails aussi précis alors qu'il dit s'être endormi avant la disparition? Son explication, c'est ce que je suppose, ne convainc pas. Pourquoi supposer une tenue plutôt que d'admettre simplement ne pas savoir? Ce flottement alimente les soupçons d'un récit reconstitué après coup. Autre contradiction majeure, l'heure de réveil. Dans ses premières déclarations, Cédric avait affirmé avoir été réveillé par sa fille aux alentours de 4 heures. Dans l'enregistrement, il précise 4h10, 4h20. Cette variation peut sembler anodine, mais dans un dossier criminel où chaque minute compte, elle devient capitale. Elle ouvre une brèche. Que s'est-il réellement passé dans cet intervalle? A-t-il quitté son lit plutôt qu'il ne le dit? S'est-il absenté quelques minutes? Les enquêteurs n'excluent rien. Plus troublant encore est son absence d'inquiétude apparente. Lorsque les cousins l'interrogent sur la disparition de Delphine, il raconte avoir cru qu'elle s'était endormie sur le canapé ou qu'elle était aux toilettes. Mais à aucun moment il n'exprime la crainte qu'elle ait pu être victime d'un accident ou d'une agression. Ce manque d'alerte, cette forme de banalisation, interpelle profondément la famille comme les jurés. Car dans un cas de disparition soudaine, la réaction la plus naturelle est l'angoisse immédiate.
Ici, rien de tel. Seulement des suppositions, des explications vagues, presque détachées. Un autre point nourrit les doutes, les reproches adressés à Delphine. Dans l'audio, Cédric insiste sur le fait que sa femme ne s'occupait plus de la maison ni des enfants, qu'elle semblait détachée de sa famille. Or, pour beaucoup, ce discours a une fonction. Justifier indirectement son ressentiment, expliquer pourquoi le couple était brisé, mais aussi orienter l'écoute vers une image négative de la disparue. En creux, certains y voient une stratégie de défense psychologique, dépeindre Delphine comme absente ou négligente afin de se présenter lui-même en victime d'une épouse distante. Les enquêteurs relèvent aussi le décalage entre les émotions et les propos. À plusieurs reprises, Cédric adopte un ton presque technique, détaillant ses suppositions sur les horaires, les vêtements, la routine du couple, puis soudain, il s'effondre en larmes dans les bras de ses interlocuteurs. Cette bascule brutale interroge: s'agit-il d'une détresse sincère ou d'une mise en scène inconsciente? Les experts en psychologie criminelle rappellent qu'il n'est pas rare, dans ce type de dossier, que les suspects oscillent entre froideur apparente et débordement émotionnel, parfois par culpabilité, parfois pour manipuler. Enfin, le point le plus dérangeant reste sans doute l'omission du danger. À aucun moment dans l'extrait diffusé, Cédric ne suggère que Delphine puisse être en danger, qu'elle ait pu avoir un accident ou qu'un tiers ait pu intervenir. Comme si, pour lui, son absence n'était pas synonyme de risque vital. Cette omission contraste avec l'attitude de la famille, obsédée par la peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Ce contraste est interprété comme un signe de détachement, voire de connaissance anticipée du sort de Delphine. Ces contradictions, cumulées, dessinent une ligne fragile sur laquelle s'appuie l'accusation. Celle d'un homme dont les propos ne sont jamais parfaitement cohérents, dont les explications varient selon les interlocuteurs et dont l'attitude laisse transparaître un malaise. L'avocate de Cédric tente de minimiser, affirmant que les incohérences sont le lot de toute personne confrontée à un drame et soumise à une pression extrême. Mais pour les proches de Delphine et une partie de l'opinion publique, elles constituent au contraire des indices accablants. Car dans l'affaire Jubillard, chaque mot compte, et l'audio diffusé, loin d'apporter une vérité définitive, agit comme un miroir déformant. Il révèle un homme troublé, à la fois victime et suspect, mêlant explications maladroites et silence lourd de sens. Ce sont précisément ces zones d'ombre qui entretiennent le mystère et font de ce procès un moment judiciaire hors norme où la vérité semble toujours s'échapper au détour d'une contradiction. La diffusion de l'enregistrement audio de Cédric Jubillard le 1er octobre 2025 a eu l'effet d'une bombe. Dans la salle d'audience, les proches de Delphine ont été saisis d'une émotion brutale. Certains se sont effondrés en larmes, d'autres sont restés figés, incapables de détourner leurs yeux de l'écran. Entendre la voix de Cédric, si familière pour eux, leur rappelait douloureusement les réunions de famille d'autrefois. Mais cette fois, ce n'était pas une conversation ordinaire. C'était une pièce versée au procès, une preuve qui allait peser dans la balance du jugement. Pour la famille de la disparue, l'audio a confirmé ce qu'il pressentait depuis longtemps. Cédric n'était pas seulement un mari blessé par une séparation annoncée, mais un homme en colère, envahi de rancune. Ses paroles sur la colocation du couple, ses reproches répétés envers Delphine, ont été vécus comme un coup de poignard. On entend dans sa voix qu'il n'y a pas d'amour, pas de crainte, pas de véritable recherche de Delphine. Seulement une justification, confie un proche à la sortie du tribunal. Le cousin qui avait enregistré la conversation a expliqué son geste avec gravité. Il ne voulait pas piéger Cédric, mais garder une trace. Dès les premières heures de la disparition, il avait eu le sentiment que quelque chose clochait, que les paroles de son beau-frère n'étaient pas celles d'un homme bouleversé. « Ce que j'ai entendu ce jour-là, je ne pouvais pas le laisser disparaître dans l'air », dira-t-il plus tard. Pour la famille, l'audio n'est pas une preuve définitive, mais un miroir qui reflète les incohérences et le manque d'empathie du mari. Du côté de la défense, la réaction fut immédiate. Emmanuelle Franck, avocate de Cédric, a dénoncé ce qu'elle considère comme une manipulation médiatique. On diffuse un extrait tronqué, sorti de son contexte, enregistré dans l'intimité d'une cuisine. Ce n'est pas une preuve, c'est une conversation biaisée. Pour elle, la famille de Delphine, déjà convaincue de la culpabilité de Cédric, a posé des questions orientées, cherchant à obtenir des réponses conformes à leurs soupçons. Elle insiste aussi sur l'effondrement final de son client, preuve, selon elle, de sa sincérité et de son désarroi. À la fin de cet échange, il craque. Pas parce qu'il est coupable, mais parce qu'il se retrouve face à une hostilité constante, à des accusations voilées alors qu'il n'a rien fait. Son argument est simple. Si Cédric avait voulu se protéger, il aurait refusé de parler. Or, il s'est exprimé, il a répondu et il a montré sa vulnérabilité. Pour le grand public, ce document sonore est une révélation. Les Français, habitués depuis 4 ans à lire des articles ou à voir des images d'archives, entendent enfin la voix du suspect, dans un moment de vérité. L'effet est saisissant. On ne lit plus, on n'interprète plus,
On écoute. Chacun peut se forger son opinion, percevoir les hésitations, les silences, les intonations. Très vite, les réseaux sociaux s'enflamment. Certains internautes dénoncent un homme qui se contredit sans cesse, qui parle de sa femme comme d'un fardeau et qui n'exprime aucune peur pour elle. D'autres, au contraire, y voient un mari accablé, victime d'un acharnement. Si vous perdez votre femme et qu'on vous enregistre en cachette, vous pouvez dire des choses maladroites. Est-ce une raison pour vous condamner ? Écrit un utilisateur sur X, anciennement Twitter. Les plateaux de télévision s'emparent du sujet. Psychologues, avocats et chroniqueurs judiciaires se succèdent pour analyser chaque détail. Les intonations, les pauses, l'effondrement final, tout est disséqué. Certains experts rappellent que l'émotion ne prouve rien, que les larmes peuvent être authentiques comme elles peuvent être feintes. D'autres soulignent que les contradictions sont trop nombreuses pour être ignorées. Au tribunal, les jurés sont directement confrontés à cette vague médiatique. Bien qu'ils soient tenus à l'impartialité, il leur est difficile d'ignorer l'ampleur de l'émotion suscitée. L'audio devient rapidement un enjeu central du procès. Doit-il être considéré comme une pièce à charge ou comme un simple témoignage de l'état d'esprit de Cédric ? Les magistrats rappellent que l'enregistrement, capté à l'insu de l'accusé, n'est pas en lui-même une preuve formelle de culpabilité. Mais il peut contribuer à dessiner un portrait, à mettre en lumière des contradictions, à nourrir un faisceau d'indices. C'est toute la complexité du dossier. Rien n'est décisif mais chaque détail pèse. 4 ans après la disparition, l'affaire Jubillard continue de diviser la France. Pour une partie de l'opinion, cet enregistrement est accablant. Il révèle un homme incapable d'exprimer une inquiétude sincère pour sa femme, enfermé dans ses reproches et ses contradictions. Pour une autre partie, il ne s'agit que d'un moment d'intimité instrumentalisé, une preuve de plus que le procès médiatique a déjà condamné Cédric avant même le verdict. En définitive, cet audio n'a pas seulement bouleversé une salle d'audience. Il a rouvert une plaie dans l'opinion publique française, réveillant toutes les passions, toutes les colères, toutes les interrogations. Et il place le procès sur une ligne de crête, entre la quête de vérité et le risque d'un emballement collectif. Avec la diffusion de l'enregistrement, le procès Jubillard a franchi un seuil décisif. Ce document, qui a bouleversé l'audience et enflammé l'opinion publique, soulève une question fondamentale. Quelle est sa valeur réelle sur le plan judiciaire ? Est-il un simple élément de contexte, un reflet partiel d'une conversation privée, ou bien une pièce qui peut influencer l'intime conviction des jurés et peser lourdement dans le verdict final ? D'un point de vue strictement légal, l'audio diffusé par France 2 ne constitue pas une preuve au sens traditionnel du terme. Il ne démontre pas un acte criminel, il ne contient pas d'aveu, il n'établit pas de lien direct entre Cédric et la disparition de Delphine. Capté à son insu, il appartient à cette catégorie d'éléments dits à charge indirecte, utile pour éclairer la personnalité, l'état d'esprit, mais pas suffisant pour condamner. Pourtant, son impact psychologique est immense. Dans un procès criminel, la perception des jurés est déterminante. Entendre la voix de l'accusé, ses hésitations, ses justifications, ses contradictions, peut parfois marquer davantage que des dizaines de pages de rapports d'experts. C'est là toute la force et toute l'ambiguïté de cet enregistrement. Il ne dit pas la vérité absolue, mais il influence l'image que chacun se fait de l'accusé. Depuis le début, le dossier Jubillard repose sur un faisceau d'indices et non sur une preuve irréfutable. Les incohérences dans les déclarations de Cédric, son absence d'alibi solide, les tensions au sein du couple, son attitude jugée désinvolte lors des recherches, tout cela compose un tableau qui, pour l'accusation, pointe vers sa culpabilité. Mais la défense rappelle qu'aucun corps n'a été retrouvé, qu'aucune preuve matérielle ne vient étayer l'hypothèse d'un meurtre. L'enregistrement audio s'ajoute donc à cette mosaïque. Il ne résout rien, mais il renforce l'impression d'un homme empêtré dans ses contradictions. Les jurés devront décider si ces incohérences traduisent la culpabilité ou simplement la confusion d'un mari bouleversé. Pour Cédric, l'enjeu est vital. Si les jurés estiment que l'accumulation des indices, renforcés par l'audio, suffit à emporter leur conviction, ils risquent une lourde condamnation pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le cas contraire, s'ils considèrent que le doute subsiste, ils pourraient bénéficier d'un acquittement. L'avocate de la défense, Emmanuel Franck, a choisi de placer ce doute au cœur de sa stratégie. Rappeler que l'absence de corps rend toute certitude impossible, que l'enregistrement est subjectif, et qu'il est dangereux de condamner un homme sur la base d'émotions et d'interprétations. Elle sait que la bataille ne se joue pas seulement sur le terrain des faits, mais aussi sur celui de l'intime conviction. Autre enjeu majeur, l'opinion publique. Depuis 2020, l'affaire Jubillard est devenue un feuilleton judiciaire suivi par des millions de Français. Chaque rebondissement, chaque audition, chaque révélation alimente débats télévisés et discussions sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, la justice avance sur une ligne étroite, entre la nécessité de transparence et le risque d'un procès médiatique qui devance le verdict.
La diffusion de l'audio par France 2 illustre ce dilemme. Fallait-il rendre public un document aussi sensible? Certains estiment que c'est un progrès démocratique, une manière de rendre le procès accessible et de montrer la vérité. D'autres dénoncent une dérive médiatique, une intrusion dans l'intime qui fragilise la sérénité des débats. Au-delà du sort de Cédric, l'affaire Jubillard interroge la société française. Elle met en lumière les violences au sein du couple, la difficulté de saisir les signaux faibles d'une relation qui se délite et la complexité de juger en l'absence de preuves matérielles. Elle rappelle aussi la force des émotions dans les procès criminels. Un enregistrement, des larmes, des hésitations peuvent parfois peser plus lourd que des expertises scientifiques. Enfin, elle révèle la fracture entre ceux qui estiment que la justice doit avancer coûte que coûte pour donner une réponse à la famille de Delphine, et ceux qui pensent qu'aucun homme ne devrait être condamné sans certitude absolue. Ce dilemme traverse tout le procès et l'enregistrement audio en est devenu l'emblème. À l'heure où le procès se poursuit, une chose est certaine. La diffusion de cet enregistrement a changé la donne. Elle a marqué les esprits, elle a ravivé les débats, elle a divisé encore davantage l'opinion. Pour la famille de Delphine, c'est un fragment de vérité qui confirme leurs intuitions. Pour la défense, c'est une manipulation émotionnelle. Pour les jurés, c'est une pièce supplémentaire dans un puzzle toujours incomplet. La suite du procès dira si cet audio aura véritablement pesé dans la balance ou s'il restera comme un élément secondaire dans une affaire déjà hors norme. Mais une chose est sûre, l'affaire Jubillard, déjà inscrite dans la mémoire collective, restera comme l'un des procès les plus suivis et les plus controversés de ces dernières années où la frontière entre justice et émotion n'a jamais semblé aussi fragile.